my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... What's the done, the done? Chaque année, d'immuables ressorts inscrits au plus profond de leur instinct font sortir les grenouilles et les crapauds de leur torpeur hivernale. Le sexe ou la reproduction sont une de ces forces majeures, poussant au crépuscule un crapaud commun à sortir de l'abri de sa souche habituelle. Aucun signe apparent n'extériorise la violence de ces pulsions. Pourtant, ce sont elles qui engendreront la farouche énergie permettant au cérémonieux animal de partir pour un très long et dangereux voyage à travers une jungle semée d'obstacles démesurés à l'échelle de ses maigres capacités physiques. Durant des nuits et des nuits, guidés par un instinct infaillible, tous les crapauds communs d'un secteur géographique donné suivent ainsi à travers forêts, buissons et pâturages d'invisibles routes connues d'eux seuls. Celles-ci les mèneront sans erreur à une seule et même mare, ou à l'étang qui les a vus naître 3 ou 4 ans auparavant pour les plus jeunes, et bien plus encore pour les anciens, habitués à cette singulière migration. Rien n'arrête ces pèlerins mus par une force irrésistible, étendus vers un seul objectif, rejoindre leur lieu de reproduction. Au hasard des rencontres, d'étranges appareillages se constituent. Les femelles doivent parfois supporter prématurément les avances des mâles, transformés pour l'occasion en d'encombrants passagers clandestins. À pattes ou sur le dos de leurs compagnes, les crapauds les plus éloignés de leur site de reproduction auront parfois laborieusement parcouru jusqu'à 2 ou 3 kilomètres avant d'atteindre enfin la frayère. En quelques jours, ils seront des centaines, parfois des milliers, venus des 4 coins d'une vallée pour se retrouver dans quelques sites de reproduction dont l'emplacement est le même d'une année sur l'autre, du moins tant que l'homme ne bouleverse pas le milieu. En règle générale, les crapauds mâles arrivent en premier, ou du moins sont-ils largement surnuméraires par rapport aux femelles. Leur frénésie reproductrice est à l'échelle de l'énergie considérable qu'ils ont dépensée pour atteindre ces lieux, si bien que les premières femelles qui atteignent l'eau sont littéralement assaillies par une horde de crapauds déchaînés. Les victimes de ces empressements survivent rarement, étouffées au centre d'une furieuse orgie. D'autant que cette agitation ne fait qu'attirer encore d'autres crapauds surexcités. Ce sont en effet les mouvements et les vibrations de l'eau qui déclenchent les réflexes d'accouplement chez les mâles. N'importe quel objet mobile dans leur entourage, même le plus insolite, est susceptible d'engendrer leurs étreintes. Durant des semaines, la recherche de partenaires est donc l'obsession permanente des crapauds. 24 heures sur 24, ils patrouillent inlassablement, à la recherche d'une nouvelle venue, n'ayant pas encore subi les assauts d'un de leurs congénères. À la première rencontre, le mâle saisit sa partenaire aux aisselles et l'enserre avec une vigueur telle qu'il semble définitivement visser sur son dos. Dans cette position, le mâle attend que la femelle expulse ses œufs pour les féconder au fur et à mesure de leur sortie.
Le produit de ces étreintes est un long cordon gélatineux qui contient les 3000 ou 4000 œufs que chaque femelle est capable de pondre tous les ans. Les œufs de crapaud ne sont pas abandonnés dans l'eau au hasard. Au fur et à mesure de la ponte, les couples prennent un soin particulier à se déplacer à travers la végétation aquatique, contournant les touffes de plantes pour y suspendre leur cordon. Cette agitation attire évidemment les célibataires du lieu, qui tentent obstinément leur chance auprès des femelles occupées à pondre. La fin des frénétiques et orgiaques retrouvailles des crapauds se confond souvent avec le début d'autres amours, non moins agitées, qui sont celles des grenouilles rousses. Bond après bond, elles aussi ont parcouru parfois plusieurs kilomètres pour retrouver leur site de reproduction. Les grenouilles rousses, comme les crapauds communs, utilisent pour se diriger le champ magnétique terrestre et les odeurs, dont elles gardent une mémoire très vive. Le couplage de ces deux instruments de repérage leur permettent de retrouver avec précision l'étang ou même la portion de rive où se déroulent les cérémonies nuptiales. L'accouplement des grenouilles rousses procède d'une gymnastique similaire à celle des crapauds. Les mâles mettent la même ardeur tenace à embrasser des heures durant leur partenaire en les tenant fermement sous les pattes jusqu'à ce qu'elles se décident à pondre. L'expulsion est très soudaine et se fait en synchronisme avec l'émission de la laitance blanchâtre du mâle. Celle-ci se répand instantanément sur l'amas globuleux des œufs, qui seront ainsi presque tous fécondés. Immédiatement après la ponte, cet étrange caviar est abandonné à lui-même. Le ventre vidé, les femelles quittent rapidement la frayère, tandis que les mâles partent à la recherche de nouvelles conquêtes. Au bout de 15 jours de folie reproductrice, lacs et étangs sont abandonnés par les grenouilles, retournées sur la terre ferme. Seuls subsistent les paquets d'œufs fécondés, agglomérés en véritables tapis au fond de l'eau. Depuis l'instant de leur ponte, les œufs de grenouille ont subi quelques transformations. Tout d'abord, chacun d'eux s'est rapidement entouré d'une gangue gélatineuse destinée à les protéger des prédateurs et de l'invasion de bactéries ou de moisissures. Ensuite, une intense activité cellulaire a transformé les petites billes noirâtres en autant d'embryons plus ou moins mobiles qui se libèrent les uns après les autres de leur gluante protection. Ces millions d'embryons, jusque-là relativement bien protégés au sein des pontes, deviennent rapidement têtards et envahissent littéralement le plan d'eau de leur naissance. À partir de ce moment et durant des semaines, cette masse grouillante de matière vivante sera décimée par toutes sortes de prédateurs qui hantent le milieu aquatique.
Une fois que les grenouilles rousses et les crapauds communs ont accompli leur rituel et très sexuel pèlerinage aquatique, il faudra attendre le début du printemps pour que d'autres espèces de grenouilles reprennent possession des lacs et des étangs, mais cette fois de façon permanente. Au départ, l'invasion se fait plutôt discrète. Seules quelques grenouilles vertes viennent en effet de sortir d'hibernation et cherchent à profiter paresseusement de la chaleur du soleil. Elles ne sont pas les seules dans cette situation. Et la loi du moindre effort étant très répandue dans la nature, une autre espèce animale s'y soumet avec grâce. La couleuvre à collier fait en effet partie de ces grandes spécialistes de la sieste prolongée. Et si elle daigne se mettre en route, c'est qu'elle a une idée assez précise derrière la tête, ou plutôt au fond de son estomac dégarni, idée dont les grenouilles ont semble-t-il vite compris la dangereuse nature. Mort d'une grenouille, parmi tant d'autres. Telle est la règle d'un jeu banal dans la nature. Pourtant, tous les batraciens ont des armes pour se défendre. Leur peau contient plusieurs types de glandes capables de sécréter toute une gamme de substances très toxiques. Le minuscule crapaud sonneur produit par exemple des sécrétions muqueuses extrêmement irritantes, capables de provoquer de sérieuses conjonctivites par contact avec les yeux. Côté glandes et pustules, le crapaud commun est lui aussi sérieusement équipé. Mais malheureusement pour lui et ses congénères, leurs principaux prédateurs sont insensibles aux poisons violents qu'ils fabriquent. Il leur a donc fallu trouver d'autres parades pour éviter le pire. L'une d'elles consiste tout simplement à se gonfler pour paraître beaucoup plus gros qu'on ne l'est. Le subterfuge semble laisser la couleuvre dans une certaine perplexité, dont le crapaud profite immédiatement. Preacher, would you be my Mr. Dun-dun-dun? Le crapaud sonneur, aux sécrétions si agressives, utilise de son côté une tactique plus subtile encore. En opposition avec la couleur terne de son dos, l'évolution l'a doté de couleurs très vives sur sa face ventrale. En cas de danger, il se retourne vivement et expose son abdomen. Cela semble pouvoir dérouter l'adversaire ou encore lui rappeler le caractère totalement immangeable de sa petite personne. Cela dit, si les crapauds et les grenouilles sont souvent au menu des prédateurs, ils font également partie de cette catégorie et n'ont rien à leur envier sur le plan de la voracité. Les sons jouent un rôle important dans la vie des batraciens, en particulier en période de reproduction. Les grenouilles vertes ne font pas exception à la règle, et durant des semaines, les étangs sont noyés sous l'avalanche assourdissante et cacophonique des chants émis par les mâles à la recherche de partenaires. Ces manifestations vocales n'ont de signification que pour les membres d'une même espèce et laissent complètement de marbre d'autres habitants des lieux. Celle-ci est la rainette verte.
Paradoxalement, l'eau n'est pas du tout son élément, et elle passe l'essentiel de son existence dans la végétation des bords, ou sur les branches basses des buissons, où elle adore prendre le soleil. Nul mieux qu'elle, chez les batraciens, ne cultive l'art de la dissimulation et de l'acrobatie avec autant d'efficacité. Tout dans sa morphologie est au service de son mode de vie arboricole. La couleur, bien sûr, la légèreté, la taille des pattes, et surtout les doigts fins, déliés, et terminés par de petites masses charnues, fonctionnant comme autant de ventouses qui lui permettent de s'agripper aux feuilles les plus lisses. À la belle saison, la tombée du jour sonne également l'heure de la relève pour les chanteurs du bord de l'eau. Délaissant l'abri de la végétation et leur habituelle discrétion, les mâles de rainettes manifestent à leur façon leur ardeur amoureuse. Comme chez les grenouilles vertes, le chant est provoqué par la circulation rapide d'air entre les poumons et la poche du sac vocal, distendue à l'extrême. Chaque appel de l'un des chanteurs déclenche les réponses de ses voisins, mêlés dans un infernal tintamarre. Le but est bien sûr d'attirer les femelles vivant aux alentours. La plupart des espèces animales vivent et se développent dans un environnement naturel. Mais la nature adorant faire des exceptions, certaines espèces sont à l'inverse particulièrement attirées par les milieux artificiels. Chez les oiseaux, le petit gravelot est de ceux-là, indifférent au bruit et au va-et-vient incessant des camions. Chez les crapauds, il faudra attendre patiemment la fin de la journée et l'arrêt des machines pour voir une de ces espèces originales mettre le nez hors de sa cachette. Ces amateurs d'un certain modernisme sont les crapauds calamites. Ils se regroupent en petites colonies de quelques dizaines d'individus qui ont peu à peu déserté les milieux naturels pour envahir les sites artificiels, comme les exploitations de granulats. Terrés durant la journée dans les graviers ou le sable des talus créés par le chantier, ils sortent à la tombée du jour et gagnent pour se reproduire les bassins de décantation ou les grandes flaques laissées par les bulldozers. Là encore, les manifestations sonores jouent un rôle important. Elles assurent la cohésion du groupe et surtout permettent la localisation des mâles par les femelles, dont les discrètes visites sur les lieux de reproduction s'étalent sur plusieurs semaines.
Pendant 2 ou 3 mois, chaque mâle de la colonie alimente ainsi durant des nuits entières l'assourdissant concert. Seul le mauvais temps leur fera prendre un peu de repos de temps à autre. Les calamites ne sont pas les seuls crapauds amateurs de milieux artificiels. Ils partagent cette curieuse habitude avec une autre espèce infiniment moins bruyante qu'eux, ou peut-être plus mélomane, si l'on en croit la qualité de ses prestations sonores. Ces appels flûtés et cristallins sont ceux du crapaud alite. Ils ont la particularité d'être extrêmement difficiles à localiser, semblant sortir de chaque caillou, de chaque touffe d'herbe du talus, et paraissent s'éloigner au fur et à mesure que l'on tente de s'approcher d'eux. Les instrumentistes sont pourtant parfaitement immobiles, souvent à demi dissimulés au fond de leur terrier, ou tout simplement installés à 2 pas de leur entrée. Hormis la qualité de leur chant, les crapauds alites, appelés aussi crapauds accoucheurs, ont une autre singularité. Les mâles de cette espèce prennent en charge l'élevage des œufs que les femelles leur confient. Ce sont elles qui décident de leur futur partenaire. Très attentives aux prestations sonores de chacun des postulants, elles les écoutent longuement avant de faire leur choix. L'accouplement a lieu sur le sol. La femelle expulse un chapelet d'œufs, réparti sur un cordon semblable à un élastique, que le mâle entortille immédiatement autour de ses pattes arrière. Une fois son fardeau chargé, l'accoucheur retourne à son poste de chant préféré et continue ses vocalises dans l'espoir d'attirer une autre cliente, ce qui arrive assez souvent. Pendant une quinzaine de jours, le crapaud alite promène avec lui sa progéniture. Précieux chargement dont il prend un soin minutieux. Les œufs maintenus à la température idéale et au bon degré d'humidité donnent naissance à des têtards, enfermés chacun dans leur bulle transparente. Ils en sortiront lorsque leur père, averti par l'instinct, ira les tremper dans l'eau d'une mare toute proche. À l'arrivée de l'été, quelques mois après leur naissance, les millions de têtards pondus par l'une ou l'autre espèce auront subi des pertes considérables. Malgré cela, les rescapés de ce vaste gaspillage vital sont encore très nombreux et se préparent progressivement à quitter le monde aquatique. Leur mode de respiration a changé peu à peu, ainsi que leur régime alimentaire. Au départ strictement végétariens, ils sont devenus prédateurs, à l'image des adultes, et n'hésitent pas, si nécessaire, à se dévorer entre eux. Parvenu au terme de ces métamorphoses, tout ce petit monde, crapelet ou grenouillette, a acquis sa forme définitive. Modèles réduits de leurs parents respectifs, ils quittent l'un après l'autre leur mare natale et se disséminent au hasard dans le milieu environnant. Au prix de hasards et de chances incalculables, seuls quelques-uns de ces êtres infiniment fragiles et vulnérables survivront. 3 ou 4 ans plus tard, ayant atteint l'âge adulte, la plupart d'entre eux reviendront au même endroit pour se reproduire, guidés par la mémoire indélébile du lieu où ils sont nés.
my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... What's the done, the done?